Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs du podcast MO5 qui normalement devraient vous connaître? Je m'appelle Olisan, je suis l'un des fondateurs de l'association Coin Up Legacy. On se croise souvent en général, effectivement, parce qu'on a un peu le même but. On est une association de préservation et de développement du patrimoine arcade. Donc on restaure des vieilles machines américaines et japonaises et on les présente au public pour montrer le patrimoine spécifiquement arcade du jeu vidéo. Et pourquoi alors le choix spécifiquement de l'arcade? Alors, on est à la base des amateurs de jeux d'arcade, on a tous collectionné chez nous des machines et on s'est retrouvés entre amateurs, on faisait des soirées chez les uns chez les autres et on a eu envie de partager ça avec les gens qui venaient dans nos soirées et d'autres personnes, d'avoir un lieu commun pour présenter les machines. L'arcade aussi c'est plus sympa quand il y a du monde, quand on peut vraiment partager, c'est assez convivial et donc du coup on s'est dit on va se trouver un local, on va regrouper notre savoir-faire et nos machines et on va le présenter au début à nos amis, on a fait des soirées. Puis on a aussi décidé de faire des salons pour montrer ça vraiment au grand public. Alors parmi les bornes que vous avez, lesquelles vous considérez comme les plus sympathiques pour faire jouer les gens autour? Alors en Europe on a une culture d'arcade qui est assez spécifique. Par exemple c'est ou la culture des cafés. Donc ça c'est plutôt vraiment les jeux début 80 qui sont assez old school. Et donc ça on va toucher plutôt les 30-40naires. Et sinon après on a aussi une culture de la fête foraine. Et donc du coup avec des jeux plutôt les Tycoon Games façon Sega, c'est-à-dire les bornes avec assez grosses et assez volumineuses qui en mettent plein la vue avec du volant ou du flingue, voilà, des trucs qui en imposent visuellement quoi. Oui, parce que ça a été un problème, là je parle d'expérience, quand j'étais plus jeune, ça m'arrivait souvent d'avoir des jeux qui tournaient sur des bornes qui n'étaient pas du tout faites pour, et c'était un vrai souci ça. Comment est-ce que vous arrivez à... Parce qu'en fait l'arcade c'est un monde extrêmement compliqué, et justement entre la borne dédiée et la borne qui peut faire tourner plusieurs jeux, même en termes d'entretien et de préservation, ça se fait pas de la même manière. Alors c'est assez... Effectivement ça va aussi avec la culture européenne de l'arcade qui est très forain, où des gens qui étaient des exploitants, donc qui étaient là pour faire du business, qui donc n'ont pas forcément eu la culture de l'objet, qui par exemple effectivement mettaient des réglages en difficulté élevée parce que le but c'est de faire gagner de l'argent, qui n'hésitaient pas à customiser une borne pour mettre un autre jeu parce que les jeux en arcade, la mode partait assez vite. Donc un jeu, une fois qu'il a tourné 2-3 mois dans un bar, tout le monde y a joué, donc il est rincé. Donc où on peut switcher la borne et l'amener dans un autre bar et puis l'autre bar vous file sa borne à lui, etc. Ou sinon on va vampiriser la borne et donc notamment toutes les bornes dédiées américaines qui sont début 80 vont avoir qu'un seul jeu avec des boutons spécifiques ou une manette spécifique et très vite on va pas pouvoir mettre un autre jeu dans la même machine. Donc on va hacker. Et donc en Europe on a eu particulièrement beaucoup avec le développement de Street Fighter 2, on a eu beaucoup de bornes génériques où on a percé 6 boutons à l'arrache, où on a mis des doubles boutons, ou même des gens qui mettaient alors juste 3 boutons, il n'y avait pas les poings, il n'y avait pas les pieds, c'est pas grave. Donc du coup après nous c'est ça où, comme nous on veut restaurer les machines telles qu'elles étaient d'origine, faut apprendre à faire de la boiserie, de la métallerie, donc ça c'est assez esthétique et cosmétique, donc ça c'est, si on est bricoleur on peut s'en sortir. Et après il y a toutes les pièces un peu spécifiques d'électronique où là faut chiner et chasser, notamment aux États-Unis où ils ont plus de machines et moins de problèmes de place, donc ils ont moins détruit. Donc du coup vous êtes en train de dire qu'il y a des pièces sur lesquelles vous n'avez jamais réussi à remettre la main quoi. Alors il y a des pièces qui effectivement sont très difficiles à trouver. Alors quand c'est juste physique ou mécanique, on peut faire des reproductions éventuellement. Notamment par exemple sur Outrun, il y a un problème assez connu d'une pièce pour le volant qui casse souvent. Comme la Outrun c'est quand même une borne qui a eu beaucoup de succès, il y a des gens qui ont fait des repros de ça. Après sur des trucs plus spécifiques, ça va être très dur. Et après en électronique, il peut y avoir des gens qui vont bidouiller des programmes alternatifs pour remplacer une pièce qui vraiment tombe en panne tout le temps ou est impossible à retrouver. Alors, nouvelle question plutôt simple, pourquoi la PAX? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici à la PAX? Comme vous et MO5, on fait beaucoup de salons, on a commencé ensemble, voilà, on est aussi dans la préservation, donc on se retrouve sur des salons, et puis comme on a une démarche associative, pas forcément commerciale, et on attire du monde aussi. L'arcade c'est des gros objets assez volumineux, qui du coup intrigue toujours les spectateurs. C'est assez intéressant pour le grand public, ça crée toujours une certaine attraction comme à l'époque. Ouais. On a parlé avec pas mal des invités et puis on a pu voir pendant la journée des parents qui amenaient leurs filles et leurs fils sur les vieilles consoles en disant regarde moi j'ai joué à ça, et on voyait donc ces enfants qui étaient vraiment intéressés, hein. Moi j'ai vu des petites filles s'amuser comme des folles en jouant à Lemmings par exemple. Par rapport justement à des machines, à des consoles
console que les enfants arrivent assez facilement à reconnaître, même si évidemment une Amiga CD32, ça leur saute pas aux yeux évidemment, mais ils voient que ça ressemble plus ou moins à une console. Est-ce que vous avez l'impression que l'arcade a un attrait particulier chez le public jeune? Alors, c'est pareil que pour le rétro console, c'est-à-dire que il y a l'attrait de l'objet en lui-même. Il y a la transmission, effectivement, les parents qui ont envie de montrer à leurs enfants par quoi ils ont commencé. Parce que le jeu vidéo a quand même plus de 20 ans, donc voilà, on commence à avoir une histoire, un patrimoine et donc des envies de transmission. Après, justement, les enfants sont attirés par le visuel, ils peuvent trouver ça moche. Mais au final, le gameplay ressort très vite. Et ce qui est assez évident sur les vieux jeux, c'est que c'était des jeux faits par des passionnés qui du coup étaient assez pointilleux sur la qualité de leur jeu. Il y avait moins de pression économique, c'était pas une vraie industrie. Et donc souvent, passer le premier approche, souvent, par exemple, on a la réflexion ah dis donc, t'as vu, c'est pas FIFA, c'est pas en 3D, c'est moche. Et puis ils jouent. Et puis comme les gameplays arcade sont souvent des gameplays très immédiats, parce que le but c'était que les gens aient envie de remettre une pièce. Donc en 30 secondes, on a compris ce qui est l'intérêt du jeu et on s'amuse très vite. Et donc du coup, tout de suite l'attrait et le gameplay revient en force. Et c'est ça qui fait que le jeu plaît, malgré son habillage rétro. Et surtout, moi j'ai l'impression qu'on est confronté à une sorte de souci, alors générationnel c'est un peu fort, mais c'est-à-dire que quand les trentenaires d'aujourd'hui, les quarantenaires mettaient la main sur une borne d'arcade, justement, comme c'était, je dirais, la médiation normale du joueur vers le jeu, on savait tout de suite choper un stick, mettre les doigts sur le bouton. Quand on passait de 2 boutons à 3 boutons à 6 boutons, des fois c'était plus compliqué. En arcade justement, alors il y a eu, je dirais à un moment, le stick et les 3 ou 6 boutons à cause de Street Fighter. Donc il y avait un certain nombre de médiations à comprendre pour jouer au jeu. Là en fait on s'adresse à des publics, quand on parle des enfants, qui connaissent le tactile assez rapidement. Est-ce que justement la multiplicité des propositions de gameplay en arcade, est-ce que c'est quelque chose de positif ou quelque chose de négatif au final? Alors c'est effectivement, en première approche c'est assez négatif, parce qu'effectivement chaque borne a souvent un gameplay un peu spécifique, notamment sur les bornes dédiées. C'était ça qui faisait leur attrait, c'était qu'il fallait toujours inventer un trackball, un twin stick, un volant avec une pédale, deux pédales, après on rajoute un frein à main, etc. Donc c'est toujours un peu difficile à appréhender pour des enfants qui ont l'habitude du tactile. Après c'est marrant parce que justement les manettes PlayStation aujourd'hui, il y a 36 boutons, il y a 2 L, 2 R, il y a le L3, et au final ça a l'air plus simple pour eux. Bon, il y a toujours un premier, il peut y avoir un peu d'appréhension et de rejet quand il y a trop de boutons. Donc il y a des enfants qui vont passer à côté. Et puis des fois il y a un truc qui va les accrocher, ils vont essayer, et donc souvent nous on est là à côté pour expliquer. Et souvent je laisse jouer une première partie où ils savent pas forcément trop ce qu'ils font, mais si je vois que vraiment ça leur titille un peu, du coup on explique, il y a ce bouton là en plus, puis il y a ce bouton là en plus, en commençant par le bouton essentiel. Par exemple sur un jeu de tir on va dire, au début juste j'explique qu'on peut tirer avec le premier bouton, et ensuite j'explique qu'il y a la bombe, petit à petit ils rentrent dans le jeu. Ou qu'il y a le tir automatique en laissant le doigt dessus, ou la charge, ou des choses comme ça, quoi. Très bien. Question toute bête, mais sur YouTube, on voit beaucoup de jeux vidéo. Ils ont même maintenant un YouTube dédié aux jeux vidéo. Il y a des plateformes comme Twitch et tout ça, et le rétro est dans une dynamique où ça devient une mode. Enfin, on le voit rien que la montée des prix des consoles rétro. Et l'une des problématiques du jeu rétro, c'est savoir si on conserve le jeu et la machine. Mais l'arcade a de particulier que souvent des jeux sont à la fois le logiciel et la machine. Quand on parlait de contrôle spécifique, parce que surtout aujourd'hui où on retrouve surtout des bornes d'arcade récentes chez nous, en tout cas en France, c'est surtout dans les complexes ciné, avec des bornes vraiment spécifiques, genre des trucs genre Pirates des Caraïbes ou genre de choses quoi. Enfin vraiment les contrôleurs qui sont adaptés au jeu et pas des contrôleurs standards. Vous n'êtes pas du coup les oubliés du jeu vidéo dans tout ce qu'on peut parler de toutes les productions autour de l'actualité du jeu, que ce soit du jeu nouveau ou du jeu rétro. Est-ce que c'est pas un petit peu les oubliés? Il y a 2 catégories en fait en arcade. Effectivement, il y a les jeux qu'on va appeler génériques, qui se jouent globalement avec un stick et des boutons, qui eux se rapprochent un peu de ce qui se fait sur console, alors avec une philosophie différente par rapport justement au côté jeu d'argent, faut donner envie très vite, puis il faut que ce soit quand même assez dur pour que les gens remettent des sous, mais globalement ça reste un peu la même philosophie, et donc ça continue à vivre avec ou des émulateurs ou des portages, comme on voit notamment en ce moment sur Twitch, ça marche pas mal, etc., tous les portages rétro. Après il y a tout ce qui va être les bornes dédiées,
qui eux ont des contrôles à chaque fois spécifiques. Alors un volant ou un gun éventuellement, par exemple à l'époque de la PS3, PS4, dans PS3 ils ont sorti des guns, donc il y a eu quelques séries de jeux d'arcade adaptés avec les guns. Et après on va avoir quelques bornes qui vont avoir des contrôleurs très spécifiques, et où là du coup ça va être très difficile de reproduire la sensation. Alors ces jeux existent aussi sur MAME, donc on peut les voir tourner, des fois il y a des vidéos sur YouTube, mais elles rendent pas forcément honneur au jeu. Et c'est là où c'est très difficile, c'est-à-dire que au-delà du LCD par rapport au CRT, au-delà de la vidéo, il y a des contrôles très spécifiques qui rendent les jeux injouables avec une manette, et où on va trouver les jeux pas intéressants, alors qu'en fait c'est juste parce qu'ils sont pas sur le bon support. Et en plus de ça, souvent en arcade, il y a aussi le côté esthétique, le meuble qui lui participe de l'attrait visuel. Et notamment au début des années 80 et notamment chez Atari, chaque borne avait un designer qui était là pour faire un visuel très spécifique, une découpe de la borne très spécifique, des couleurs, des néons à des endroits différents à chaque fois, pour vraiment créer un appel visuel et rendre chaque objet original. Alors ça c'est de la déco, donc effectivement ça dans le gameplay on l'a pas forcément. Mais le gameplay peut parfois aussi être perdu avec l'absence de bornes. C'est-à-dire que l'expérience véritable, quand bien même on créerait, je dirais, un module qui permettrait... Alors ça existe, arrêtez-moi si ça existe. Hein, un module en fait qui permette de balancer directement sur Twitch depuis sa borne. Des choses que tu peux brancher à la console pour balancer sur Internet assez facilement. Oui. Des FraMeister, des trucs comme ça. Est-ce que ce genre de dispositif... Ça existe. Ça existe pour arcade, Il y a des dispositifs, en fait on peut bricoler des systèmes pour sortir la vidéo de la borne, la dupliquer. On le retrouve notamment dans les Superplay sur No Life, l'émission Superplay. Souvent, il y a Ben Shinobi par exemple qui fait des Superplay en live, donc sur la borne, où il y a des gens qui s'enregistrent et qui ensuite vont le montrer, mais on peut sortir la vidéo. Après, donc sur les jeux génériques, c'est intéressant parce que les gens peuvent ensuite retrouver chez eux, y jouer sur les portages ou sur MAME. Sur des jeux dédiés, ça a un intérêt différent dans le sens où les gens pourront pas essayer, ou avec la même sensation, et donc du coup c'est difficile de transmettre la sensation et l'émotion, quoi. Est-ce que je me rappelle à notre toute première collaboration où vous aviez une borne Star Wars de 83 il me semble, où c'était la seule borne qui n'était pas du tout dans le thème de l'expo, mais je la voulais absolument cette borne là, et même si les graphismes et le game design en lui-même il n'a rien de folichon par rapport à ce qui se fait à l'époque, la borne et le contrôle il apportait tout. Comment on peut montrer sans la borne, juste le jeu, les sensations que procure ce jeu-là? Là, t'avais une sorte de palonnier d'avion, je sais plus comment on dit, pour piloter le X-Wing. Donc, t'as un peu cette sensation de pilotage qui va avec l'univers musical de la borne, qui reprenait le thème, donc qui était assez bien retranscrit pour l'époque. Donc, à l'époque, c'était déjà une belle claque. Après, par exemple, tu vois, c'est un jeu qui est en vectoriel, un peu comme la Vectrex. C'est donc un jeu qui a une résolution un peu différente et qui fonctionne pas comme un CRT, qui est assez fin. Et donc, du coup, ça reste assez joli. C'est un peu comme quand on fait du low poly aujourd'hui ou des trucs comme ça. Le problème, c'est que ça, c'est un écran très spécifique. Si on le retransmet sur un écran de télé ou sur MAME, en fait, on va avoir l'impression que c'est crénelé, alors que sur la borne originale, ça l'est pas. Et donc ça, par exemple, c'est aussi un problème d'expliquer à quoi ressemble vraiment le jeu. Tu peux le filmer, par contre, tu peux pas y jouer. Il faut un écran spécifique. Et ça, c'est très dur à transmettre, sauf si tu as le matériel original. Et ça fait partie de ce qu'on aime faire, justement. Et c'est aussi pour ça qu'on ramène souvent des dédiés, parce que justement, c'est des bornes plus spécifiques que les gens peuvent pas vraiment avoir chez eux, même en émulant, etc. Donc du coup, c'est plus original, c'est plus intéressant à faire découvrir aux gens. Là, typiquement, avant qu'on enregistre, je jouais à Gauntlet, qui est un des jeux que je préfère depuis... Ah, c'est toi qui est passé, j'ai vu. Des années, c'est un jeu d'une débilité absolue, mais j'avais jamais mis les mains sur la borne originale. Ah. Et ça fait tout de suite une différence, parce que du coup, le choix du personnage se fait immédiatement par la portion de la borne que tu prends. Oui. Donc ça fait de suite une grosse différence. Il y a des jeux comme ça qui en fait sont très connus, mais pas joués. C'est assez difficile à retranscrire. Ou alors, par exemple, Dragon's Lair, tu vois, il a été porté en DVD ou en Blu-ray, etc. Mais du coup, tu joues avec ta télécommande et la télécommande, elle va avoir un petit lag. Et donc, du coup, tu vas pas avoir cette vraie sensation de dessin animé interactif qui faisait l'attrait de la borne à l'époque. Et donc, pour conclure, est-ce que après la PAX, vous avez des actualités brûlantes? On va bientôt ouvrir notre asso aux membres pour nous soutenir. On fera des soirées spécifiques pour les membres, justement.
On va probablement faire une soirée avant l'été, juin ou juillet. Les gens peuvent nous suivre sur Facebook et Twitter. On annonce les soirées un certain temps à l'avance pour que les gens s'organisent. Sinon, on se fera sûrement à Paris Games Week à la rentrée. Et voilà, pour l'instant, c'est à peu près ce qui est prévu. On fera peut-être une soirée au Point Éphémère, qui est un bar le long du canal Saint-Martin. À la rentrée aussi, ça n'a pas encore été calé. Très bien, merci beaucoup. Merci de l'accueil. Au plaisir de se croiser sur un salon.